Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entre deux, l'émission spéciale basket féminin à retrouver toutes les semaines le lundi soir à 19 h sur la chaîne Facebook, la chaîne YouTube et le site www.webasket.tv. Au menu aujourd'hui, on va parler de Ligue féminine de basket. Il y avait un match avancé de la 17e journée et on va retrouver le cours normal de la Ligue féminine de basket cette semaine. Il y avait un match aussi, c'était la 14e journée de Ligue féminine 2. On va en parler également. Un point sur les infos et mercato, il y a eu plein de choses. Au niveau international notamment, on va parler de la Coupe de France. C'était les plateaux de quart de finale et demi-finale de Coupe de France ce week-end. On va en parler très en détail avec des questions. Puisque la dernière fois, je vous avais posé des questions par rapport au TQO, et puis j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires, c'était très très appréciable, c'était super intéressant. Donc on va essayer de faire un petit peu la même chose aujourd'hui avec la Coupe de France. C'est parti, on commence par le premier sujet, Ligue féminine de basket, ça va aller relativement vite. Ligue féminine de basket, que s'est-il passé? Parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un match en avance entre les Flammes Carolo Basket Ardennes et Charnay Basket Bourgogne Sud. Match en avance de la 17e journée. Donc c'était deux équipes qui n'étaient pas concernées par les plateaux d'éliminatoires de Coupe de France. Donc les deux équipes se sont mises d'accord pour avancer leur match de la 17e journée. Et c'est Charleville-Mézières, les Flammes Carolo, qui l'ont emporté sur le score de 80-64. Donc Charleville qui confirme sa bonne forme actuelle, surtout à domicile, et qui revient un petit peu dans le haut de tableau. On va juste passer sur la journée qui va nous concerner cette semaine. C'est la 14e journée. Je ne vous ai pas mis le classement parce qu'effectivement ces deux équipes ont un match en plus. Je vous mettrai plutôt le classement la semaine prochaine. Elles auront toujours un match en plus. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? Enfin, le week-end prochain, nous aurons un match vendredi en avance à Villeneuve d'Ascq à 20 h. Villeneuve qui recevra Tarbes. Ensuite, samedi, nous aurons deux matchs à 20 h et un à 20 h 30. Donc, à 20 h, nous aurons Charnay face à La Roche-Vendée. À 20 h également, Landerneau recevra Saint-Amand. Et à 20 h 30, ce sera Bourges face à Basketland. Retour de Céline Dumerc à Bourges, encore une fois, puisqu'elle est revenue. Elle est revenue ce week-end dans l'équipe de Basketland. Elle est revenue après une blessure de quelques semaines quand même. Et dimanche, nous aurons l'Asvel qui recevra le BLMA. Rebelote, remake de la demi-finale de Coupe de France dont on va parler tout à l'heure. Donc 16 h 30 le dimanche, et puis à 17 h, les Flammes Carolo reçoivent le Nantes Rezé Basket. Donc ce sera dimanche. On va passer à la Ligue 2. On passe assez vite, puisqu'on n'a pas grand-chose à dire, c'est juste un programme. Au niveau Ligue 2, là par contre, il y a eu une journée, c'était la 14e journée en Ligue 2. Angers a battu le Pôle France, résultat logique. Aulnois s'est fait cueillir à domicile par La Tronche-Mélan. La Tronche-Mélan qui était une équipe plutôt du bas de classement. Je vous rappelle qu'Aulnois était leader de Ligue 2 avant cette journée. Rezé a perdu à domicile face à Montbrison. Calais a gagné. S'est renforcé d'ailleurs avec une nouvelle recrue cette semaine et a gagné de 3 points face à Strasbourg. Quatrième victoire pour les Calaisiennes. Chartres a chuté à domicile face à Reims qui était deuxième du classement. Et puis le match entre Mondeville et Toulouse n'a pas eu lieu et sera donc programmé au 11 mars à 20 h, puisque Toulouse était engagé en quart de finale de la Coupe de France face à Bourges. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Alors, Toulouse et Mondeville, Toulouse et Mondeville ont un match en moins. Vous voyez le nombre de journées ici, 14 journées pour tout le monde, sauf pour Toulouse et Mondeville. Aulnois reste en tête grâce au point avérage particulier face à Reims, puisque dans la confrontation directe, les Aulnaisiennes avaient battu les Rémoises, mais les deux équipes ont un bilan égalitaire, c'est-à-dire 11 victoires chacune, donc elles sont toutes les deux en tête aux deux premières places. Ensuite, nous avons Angers et Toulouse qui ont 10 victoires chacune, sachant que Toulouse a encore un match à jouer à Mondeville. Montbrison est bien remonté, Montbrison qui était un petit peu à la peine il y a quelques semaines, et puis ça doit faire 3 ou 4 victoires consécutives pour les joueuses de Corinne Benitendi.
Strasbourg a également 7 victoires, donc 5 et 6e place pour Montbrison et Strasbourg. Mondeville, ouais, d'ailleurs, voilà, Mondeville a une victoire de plus, mais est derrière, donc j'imagine, voilà, c'est au nombre de points. Donc en réalité, Mondeville est devant. Mondeville est 5e. Voilà, puisqu'il a une victoire de plus. Mais comme on donne un point lorsqu'on a une défaite, ben, Mondeville a un point en moins par rapport à ce qu'elles devront obtenir de toute façon, même en perdant éventuellement face à Toulouse. Donc ce sera un match intéressant entre Mondeville et Toulouse, de toute façon, deux équipes proches l'une de l'autre au classement. Chartres et la Tronche-Mélan pointent à la 8e et la 9e place avec 6 victoires. Calais donc remonte un petit peu avec une 4e victoire. Rezé reste dans les bas-fonds avec le Pôle France. 2 victoires pour Rezé et une seule victoire pour le Pôle France. Qu'est-ce qui nous attend lors de la, non pas 14, mais 15e journée 22 février, donc le 22 février c'est samedi. Le Pôle France va recevoir Aulnois, le dernier va recevoir le premier. Montbrison recevra Calais, Montbrison en forme actuellement. La Tronche-Mélan qui vient de battre Aulnois va recevoir Chartres. Strasbourg recevra Mondeville, deux équipes qui sont dans la même catégorie de classement. Toulouse recevra Angers, regardez bien. Toulouse et Angers sont au coude à coude pour la 3e place. Et Reims recevra Rezé, là aussi, comme pour Pôle France Aulnois, c'est un match des extrêmes puisque Reims est 2e et Rezé avant-dernier. Allez, on passe au sujet suivant. Info et mercato, beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être assez précis. Alors, Alix Duché, qui traînait une blessure depuis quelques semaines, a décidé, après la préparation au TQO avec l'équipe de France, a décidé de se faire opérer à la cheville. Donc elle sera absente 3 à 4 mois. Alix, qui malgré son jeune âge a déjà beaucoup de pépins physiques. On lui souhaite bien entendu un prompt rétablissement, un bon rétablissement, que cette opération lui permette de revenir forte pour la fin de saison. Peut-être pour la fin de saison. Info transfert. Anna Maria Philippe, ça m'avait échappé, c'était arrivé, en fait, j'avais vu l'info après l'enregistrement de cette émission. C'était il y a une semaine tout pile. Anna Maria Philippe, 30 ans, 1m94, pensionnaire de l'équipe de France 3-3. Quitte Polkovice et rejoint Bourges. Elle a déjà rejoint Bourges, pour remplacer Nathalie Hatchonois, dont la pige médicale avait déjà été prolongée, mais là elle repart, puisque Nathalie Hatchonois était venue pour remplacer Isabelle Yacoubou, donc on fait appel à une deuxième joueuse pour remplacer Isabelle Yacoubou, Anna Maria Philippe, qui est déjà passée par Bourges il y a quelques années. Toujours à Bourges, on a officialisé la prolongation de contrat d'Alexia Chartereau et Iliana Rupert, la paire intérieure d'avenir, mais déjà très forte au présent, qui signe jusqu'en 2023 du côté de Bourges. On assure ses arrières à Bourges. On essaie de pas trop se faire piquer ces très bonnes jeunes joueuses. Bonne stratégie. Vous l'avez peut-être vu, Breanna Stewart, qui a repris la compétition notamment au TQO, va rejoindre Ekaterinbourg, qui en fait n'avait sûrement pas assez de stars, j'imagine. Alors Breanna Stewart, pour vous resituer, ça fait 1 an qu'elle s'est blessée en finale d'Euroleague, alors qu'elle jouait avec Koursk face à Ekaterinbourg. Elle s'est blessée au tendon d'Achille, grosse blessure, donc quasiment un an d'indisponibilité. Elle n'a pas du tout joué en WNBA, mais pour resituer, c'est la MVP d'il y a 2 saisons en WNBA, MVP des finales aussi, et vainqueur avec Seattle Storm de la WNBA, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et MVP de la Coupe du Monde 2018, donc l'une des toutes meilleures joueuses du monde, va revenir à Ekaterinbourg, en phase de... suite à une convalescence tout de même. Elle n'avait pas énormément joué au TQO, elle n'a pas pesé, c'est normal, il faut reprendre tout doucement. C'était un bon tournoi amical pour l'équipe des États-Unis, TQO. Et en WNBA, alors là, c'est la trade, plutôt la free agency qui a eu lieu, beaucoup de transferts. Vous avez justement comme agent libre Angel McCoughtry dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui signait à Koursk en Europe et qui là va signer à Las Vegas. Il me semble qu'elle était à Minnesota, mais l'an dernier elle n'a pas du tout joué, elle était blessée. Jonquel Jones, qui était agent libre restreinte, prolonge à Connecticut. Dewana Bonner, qui était agent libre, passe de Phoenix à Connecticut. Elena Deldon, qui était agent libre et qui a re-signé
à Washington. D'ailleurs, hop, Washington en gras. Leilani Mitchell, dont on a parlé, hein, notamment avec la confrontation franco-australienne, qui avait été la meilleure progression de WNBA la saison dernière avec Phoenix, va à Washington, également agent libre. Bria Hartley, qui va remplacer justement Leilani Mitchell à Phoenix, en provenance de New York, elle également était agent libre, donc Bria Hartley, la meneuse arrière de l'équipe de France. Et Astundur et Katilou Samuelson, voilà, Astundur qu'on connaît bien pour avoir fait un superbe Euro, et Katilou Samuelson, qu'on connaît bien pour avoir signé à Charleville-Mézières, passent toutes les deux de Chicago à Dallas. Alors pour Astundur, elle était agent libre restreinte, et puis Katilou Samuelson, c'est dans un package de trade, comme on dit là-bas en WNBA et en NBA, si vous connaissez un petit peu les termes génériques. Allez, on va passer à la Coupe de France. J'espère que j'ai été suffisamment complet au niveau des transferts et pas trop rapide. On va passer à la Coupe de France. Que s'est-il passé lors de... Donc voilà, c'était 2 plateaux. On avait 2 plateaux, quart demi-finale. L'un à Clermont-Ferrand et l'autre à Vannes. Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et Vannes dans le Morbihan. Au niveau des quarts de finale de Clermont-Ferrand, nous avons une victoire des Tangos face au TMB Toulouse Métropole Basket sur le score de 89-60. Et une victoire du TGB face à Landerneau sur le score de 71-69. 2 points d'écart uniquement. Et du côté de Vannes, nous avons eu, donc qualifié pour les demi-finales, Tango Bourges face au TGB Tarbes Gesp Bigorre. Et de l'autre côté, sur l'autre plateau, à Vannes, nous avons eu la victoire du LDLC Asvel féminin face à La Roche-Vendée sur le score de 92-73. Et puis la victoire des Gazelles de Montpellier face à Basketland sur le score de 59-53, ce qui nous donnait donc une demi-finale entre LDLC Asvel féminin et les Gazelles du BLMA. Donc c'était la fiche de la dernière finale du championnat de France de Ligue féminine de basket. Un petit point sur les statistiques individuelles des quarts de finale. La meilleure marqueuse de ces quarts de finale, ça a été Ashley Brunner, qui n'a pas pu faire gagner son équipe, mais elle a tout de même marqué 22 points face à Tarbes, la joueuse de Landerneau Bretagne Basket. Au rebond, on a 2 joueuses à 9 rebonds. Alexia Chartereau des Tango Bourges Basket face à Toulouse, et Marie-Michel Minapi de Latte Montpellier face à Basketland. Et au niveau des passes décisives, c'est Julie Allemand qui a donné le plus de passes décisives, la joueuse de l'Asvel, LDLC Asvel féminin, 6 passes décisives face à La Roche-Vendée. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche en demi-finale? Donc les quarts de finale, c'était le samedi. Que s'est-il passé le dimanche? Tango face au TGB, il n'y a pas eu de match. Gros écart, gros éclat, 35 points. Tango Bourges Basket qui bat le TGB Tarbes Gesp Bigorre sur le score de 77-42 à Clermont-Ferrand. Et à Vannes, là c'était plus serré, 12 points d'écart entre LDLC Asvel féminin 86 et le BLMA Latte Montpellier 74. Donc nous aurons une finale entre le club le plus titré de France, le Tango Bourges Basket, et le club le plus puissant actuellement, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas depuis une saison et quelques, une saison et demie on va dire, le LDLC Asvel féminin. Au niveau des demi-finales, le point individuel, la meilleure marqueuse des demi-finales, c'était Marine Johannes, 26 points, la joueuse de l'Asvel face à Montpellier. Elena Siak a collecté 13 rebonds dans ce match, c'est assez important, 13 rebonds donc, joueuse de l'Asvel également face à Montpellier. Et c'est Sarah Michel, la meilleure passeuse dans l'autre demi-finale, la joueuse du Tango Bourges Basket, qui a délivré 7 passes décisives face à Tarbes. Quel est le programme de la finale? Alors, c'est pas tout de suite. Ce sera le 25 avril pour la finale dames, hein, effectivement, ce sera le samedi, vous voyez. Quel est le programme des finales de Coupe de France 2020? Donc ce sont les finales, il y a plusieurs finales. Il y a d'abord le Trophée Coupe de France, ce sont les finales amateurs pour les filles et pour les garçons. Ensuite, on a les finales de Coupe de France jeunes, c'est les U18 féminines et les U17 garçons. Donc vendredi, on va aller dans l'ordre. Vendredi 24 avril à 18h, Trophée féminin Coupe de France. Et à 20h30, Trophée masculin Coupe de France.
Le samedi 25, la finale U18 féminine, c'est à 10h. Et la finale U17 masculine, c'est à 12h30. Et la finale qui nous préoccupe, hein, c'est à 15h, la finale des pros féminines. Le trophée jouet jauné entre les Tango et le LDLC, Asvel. Donc ce sera à 15h le samedi. Et la finale pro des garçons, ce sera à 17h30, le trophée Robert Bunel. Tout cela sous réserve de modification du diffuseur RMC Sport, hein, qui peut très bien ajuster telle ou telle rencontre à sa guise. Ou en tout cas en collaboration, j'imagine, avec les organisateurs, la Fédération française de basket. Voilà le programme. Vous pouvez déjà réserver vos tickets sur le site de la Fédération. Belle affiche en tout cas, belle affiche entre Tango Bourges Basket et LDLC Asvel Féminin. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Est-ce que vous allez aller à Bercy pour suivre cette finale en live, en vrai? Dites-moi ça en commentaire. Allez, on passe à des questions concernant cette Coupe de France. Je vous ai préparé, allez, un petit débrief. On va faire un petit débrief, un petit bilan. La coupe sur un plateau, ou plutôt sur 2 plateaux, pour être tout à fait précis. Alors, la première chose qui m'a frappé, effectivement, c'est tout simplement en préparant un peu comme toutes les semaines les différents lives que je vous mets sur le site www.webasket.tv. Je vous mets toujours les lives de basket féminin qui nous intéressent. Alors, les matchs de championnat, les matchs de Coupe de France éventuellement, et les matchs européens concernant les équipes françaises plus l'équipe de Brenne. Et là, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est que j'arrivais pas à trouver les lives sur le site de la Fédé, et c'est vrai qu'il n'y avait pas sur les lieux en question, à Clermont-Ferrand et à Vannes, il n'y avait pas le système automatisé habituel, puisque chaque salle de ligue féminine de basket est équipée d'un système automatisé d'enregistrement en live des matchs. Donc là, forcément, il n'y a pas l'enregistrement, il aurait fallu le créer, il aurait fallu créer un live spécifique, et on a vu une certaine frustration de la part des clubs. Alors on a quand même vu que le BLMA, Latte Montpellier, donc Landerneau, et notamment sous l'impulsion d'Erwan Silio, que je salue, hein, qui à chaque fois fait l'effort de commenter les matchs et de faire le plus de live possible autour de Landerneau. Et puis il y a une page Facebook de fans qui s'appelle Tango Toujours Partout, qui est une page de supporters de Bourges. En fait, ces 3 pages ont diffusé un live avec un mobile, hein. Ils ont juste filmé le match avec un mobile. Donc il y avait un commentaire avec Landerneau, il n'y en avait pas avec Montpellier, il y en avait un petit peu avec Tango Toujours Partout. Et puis les clubs, le TGB, Basketland, l'Asvel ont relayé ont partagé les diffusions. Et on voit, et puis le club de Bourges, lui, n'a pas partagé les diffusions, mais a diffusé quelques petites pastilles comme ça de vidéos presque en live sur Twitter. Et on voit un petit peu les commentaires, on sent une petite frustration du côté des clubs, pas de système de diffusion officiel prévu alors que les clubs de LFB s'organisent pour vous permettre, avec les moyens du bord, d'accéder à une tentative de Facebook Live. Une tentative, effectivement, parce que quand on fait un live Facebook avec un smartphone, on est forcément dépendant de la connexion, de la 4G, des choses comme ça, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'était le message de Basketland. Et du côté du LDLC Asvel féminin, on envoie un petit message direct, hein, puisqu'il y a une notification, pas de diffusion de la demi-finale par la Fédération française de basketball. Donc voilà, c'est une petite frustration, mais la rencontre est à suivre via le Facebook Live du BLMA, qu'on remercie, et sur leur compte Twitter. Donc voilà, c'est la première chose. Et puis je l'ai vu aussi dans vos commentaires quand on a diffusé, nous, le programme, les images du programme de ces plateaux Coupe de France, on a vu pas mal de commentaires qui demandaient mais où est-ce qu'on peut regarder le match en live? Et en fait, ça s'est fait au tout dernier moment sur les pages Facebook. Donc petit manque, en tout cas petite frustration de la part à la fois des clubs et à la fois des supporters et des fans de basket. Deuxième chose, alors, il faut admettre que les salles étaient bien garnies, il y avait vraiment du monde dans les salles, elles étaient quasiment pleines, voire pleines complètement, ça j'ai pas les infos. Mais à Clermont, il y a 1200 places, c'est pas une énorme salle. À Vannes, il y a 1319 places apparemment, donc ça c'est d'après les sources que j'ai pu obtenir, parce que c'est pas forcément facile de connaître le nombre de places exactes de ces salles. Donc c'est pas non plus des grandes salles. Un truc qui m'a gêné et qu'on voit là sur les images que je vous montre, et ça me gêne toujours quand on parle de sport de haut niveau, de basket de haut niveau, c'est que vous voyez là, on a un marquage de volleyball
Ça doit être les lignes bleues, ça doit être un marquage de tennis. Et dans les deux salles, c'était comme ça. C'était des salles multisports. Je trouve que ça manque un tout petit peu de cachet en fait, ça manque vraiment d'avoir des salles dédiées avec un marquage de basket. Alors pour les sportives, elles connaissent bien le terrain, je pense que ça ne les gêne pas forcément, c'est plus pour le public, c'est moins sympa à suivre. Et puis autre point, c'était le même week-end que la Leaders Cup. Et la Leaders Cup, c'est chez les garçons, mais c'est aussi un tournoi en plateau, là c'est sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et moi personnellement, j'ai regardé la Leaders Cup. J'ai regardé au début pour voir si on avait des lives programmés. Il n'y avait pas de live programmé sur le basket féminin. Je me suis dit, je vais picorer un petit peu des deux côtés. C'est un peu dommage peut-être de faire un système de plateau le même jour qu'un autre tournoi en plateau chez les garçons, la Leaders Cup. Donc finalement, on se met un petit peu en concurrence. Alors, néanmoins, je ne veux pas être complètement critique et négatif. Néanmoins, c'était une première, ces histoires de plateau, quart de finale, demi-finale. Et il y a peut-être des choses à améliorer pour la prochaine fois. Il ne faut peut-être pas forcément condamner complètement l'idée. La Fédé prend des initiatives pour essayer de dynamiser un petit peu cette Coupe de France, qui est une compétition un petit peu, qui est un petit peu compliquée, qui ne bénéficie pas d'un engouement extraordinaire, mis à part la finale à Bercy, qui là est vraiment un super événement. Donc ces idées de plateau, c'était un petit peu délocaliser des espèces de petites finales. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette expérience, vous en tant que fan de basket, en ayant probablement essayé de suivre les matchs en direct? Qu'est-ce que vous pensez du rendu? Qu'est-ce que vous suggérez comme amélioration? Moi je pense que la tentative, c'était un premier essai. La tentative n'est pas parfaite, mais on peut peut-être essayer quelque chose de mieux pour la prochaine fois. Peut-être dans des salles plus grandes. Là, on a vu que les salles étaient remplies. Peut-être que la prochaine fois, on le peut faire dans des salles plus grandes. Mine de rien, le fait de le faire en même temps que la Leaders Cup, ça libère des salles peut-être chez les garçons. On pourrait peut-être aller faire des matchs chez des équipes de garçons, au lieu du basket, mais dans des plus grandes salles, et équipées du système automatisé d'enregistrement. C'est le cas pour toute la Pro A et toute la Pro B sont équipés du même système automatisé d'enregistrement en live et de diffusion en live. Il y avait un truc aussi bizarre, là je fais juste une petite aparté, à Clermont, la grande tribune elle est d'un seul côté en fait. Et puis de l'autre côté on a l'impression, et puis il y a même des plantes, il y a des plantes vertes là derrière le panier, c'était assez bizarre. Bon en tout cas, visiblement c'était pas censé être filmé, donc c'est... Mais disons que ça faisait un petit peu salle, salle de campagne, salle de quartier. Probablement un test. Peut-être que l'année prochaine, on verra un petit peu plus gros du côté de la Fédé. Et donc, en fait, là, j'étais à la section questions, je l'ai mis en dernier, mais je vous ai déjà posé les questions. On va revenir ici. Donc, je résume. Qu'avez-vous pensé de ces deux plateaux Coupe de France, quart de finale, demi-finale? Alors, autant au niveau sportif d'ailleurs, au niveau diffusion, au niveau organisation. Oui, si vous y étiez, dites-moi comment c'était. Est-ce que c'était vraiment une belle expérience? Je fais un peu le parallèle avec le TQO. Le TQO, j'avais expliqué effectivement, je vous avais dit que moi j'étais pas très enthousiaste avec ce TQO, donc déçu déjà par les audiences. Aussi le système sportif finalement n'a pas beaucoup d'intérêt puisque uniquement le dernier est éliminé de la course au JO. Néanmoins, on a vu que c'était un gros succès populaire au Prado. C'était génial. C'était génial. Et puis on avait le COP France. En plus, c'était la première sortie du COP France très bien organisée et puis très spectaculaire. Et ça a mis une ambiance de fou. Donc grosso modo, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise expérience. La même chose, si vous y étiez, dites-moi un petit peu, donc à Clermont, à Vannes, dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez vécu deux belles soirées ou deux belles journées de basket et puis, pour les autres, ou même pour vous, si vous y étiez, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme idée pour améliorer, allez, on va dire améliorer le concept, on ne va pas remettre en question le concept de plateau, pourquoi pas? Moi, je suis plutôt pas fan de changer à chaque fois le système de compétition, mais allez, pourquoi pas, on va essayer de donner sa chance au produit, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système, pour améliorer le succès populaire, le succès sportif, dites-moi, quelles sont vos suggestions pour améliorer
ces quarts de finale et demi-finale de Coupe de France pour que ce soit encore mieux l'année prochaine. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, merci de me mettre un petit like ou un gros like, un pouce bleu sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications avec la petite cloche notamment sur YouTube, voir en premier sur Facebook, commentez, je vous ai posé des questions, laissez-moi vos commentaires, partagez éventuellement la vidéo, téléchargez la vidéo Joue-la comme Proust, je vous mets le lien dans la description si ce n'est déjà fait. Je remercie comme d'habitude les photographes à qui j'ai emprunté les photos, notamment les photos des joueuses là, en individuel, sur les statistiques individuelles comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt, vive le basket et vive le basket féminin. Ciao ciao.